Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. D'abord, notre rôle modèle du jour, il est combattant professionnel de MMA et il le dit lui-même, sa vie est orientée autour de la performance physique et sportive depuis son plus jeune âge. Alors aujourd'hui, il partage justement cette expérience à travers des vidéos sur Internet. Il s'appelle Morgane Charrière et il est notre rôle modèle du jour. Et puis à la nuit des Derrière la Tech, évidemment, Jeanne Dreyfus, toujours. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler à quelques semaines de la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, des citations qu'en font les artistes, notamment artistes contemporains. Donald Trump est-il un objet d'art en soi? C'est la question qu'on se pose tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre autre question du jour. Comment éduquer nos enfants au respect, au consentement ou encore à l'égalité? 3 sujets absolument essentiels. Et avec le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui sera bientôt présenté par le ministère de l'Éducation, ce serait dès 4 ans qu'on voudrait poser les bases d'une société plus respectueuse et un peu mieux informée. Alors comment ce programme fonctionnerait-il concrètement? Est-il adapté à tous les âges? Et surtout, répondrait-il aussi aux dangers auxquels les enfants sont confrontés, comme l'exposition au contenu pornographique ou aux violences sexuelles? On en parle avec notre invitée parce qu'elle connaît ça par cœur, Jeanne Séguéla-Boucher. Bonjour. Bonjour. Jeanne. Ravie de vous retrouver sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la cofondatrice d'Intimed qui se présente comme la première ressource numérique éducative sur les sujets justement pour accompagner les élèves, les enseignants aussi sur des sujets essentiels tels que l'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle. On en parle dans un instant, juste après le focus. Sportif de haut niveau, il est une inspiration pour les jeunes qui le suivent. À seulement 29 ans, Morgane Charrière représente une figure clé du MMA en France, un sport mêlant plusieurs disciplines de combat. Et à travers ses vidéos, vous allez le voir, il partage sa carrière, les grands moments aussi de son quotidien de combattant 2.0. Il est notre rôle modèle du jour qui nous est présenté aujourd'hui par Dylan Kohler. On n'a jamais parié ne serait-ce qu'une seule pièce sur moi. J'ai toujours été l'outsider. Morgane Charrière, surnommé The Lice Pirate, n'est pas votre combattant de MMA ordinaire. Ce Français de 28 ans jongle habilement entre les octogones et les écrans, faisant de lui une véritable star à double facette. Morgane partage son quotidien de combattant professionnel, offrant un regard inédit sur les coulisses d'un athlète de haut niveau. Ces vidéos ont aussi bien contribué à démystifier ce sport qu'à le mettre en lumière dans tout l'Hexagone. Mais ne vous y trompez pas, Charrière n'est pas qu'un influenceur. En 2023, il réalise son rêve en signant avec l'UFC, la plus prestigieuse organisation de MMA au monde. Un parcours qui force le respect quand on sait qu'il a commencé sa carrière à une époque où ce sport mêlant plusieurs disciplines de combat était encore illégal en France. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir triomphé à l'UFC? C'est une bonne question, c'est vraiment la sensation de t'es sur un petit nuage, tu vois, t'es au-dessus de tout. Ouais, en termes de sensation, c'est la légèreté, un poids qui tombe de mes épaules. Genre, ah ouais, je me suis pas menti, j'ai pas menti aux gens, j'ai menti à personne. Et le travail, ça paye à un moment. Derrière son surnom de pirate et ses tatouages intimidants se cache un homme au grand cœur. Cette générosité se reflète aussi dans son approche du combat. Charrière est connu pour son style spectaculaire, quitte parfois à prendre des risques inconsidérés. Une véritable volonté de toujours offrir un show à son public. Avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite à l'UFC, Morgane Charrière a les yeux rivés sur l'avenir. Son objectif, grimper dans le classement des poids plumes et pourquoi pas, décrocher un jour une ceinture synonyme de champion du monde de son sport. D'ici là, ce combattant 2.0 continue de partager sa passion sur les réseaux sociaux, jonglant entre entraînement intensif et montage vidéo. Une chose est sûre, dans la cage comme devant les caméras, Morgane Charrière n'a pas fini de faire briller ce sport qui ne cesse d'augmenter sa cote de popularité. Et voilà pour la présentation de ce portrait. Autre chose maintenant, à présent, respect, consentement, égalité, 3 notions absolument fondamentales, parfois mises de côté dans l'éducation nationale et qui devraient désormais être enseignées dès la maternelle grâce à un programme d'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle. 3 séances par an en dehors des cours classiques pour aborder des sujets sensibles mais importants. C'est une initiative ambitieuse dont on vous parle là, mais qui soulève aussi bien sûr des questions. Ces séances d'abord suffiront-elles? Quel sera leur impact aussi sur les élèves et sur leurs familles? Et puis surtout, comment les enseignants seront-ils formés justement à ces nouveaux défis? On va en parler tout de suite dans la première partie du talk.
Et à nos côtés aujourd'hui pour en parler justement, Jeanne Séguier-Labouché, je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Intimed, une plateforme qui justement est spécialisée dans ces enjeux-là sur l'accompagnement des élèves et des enseignants entre autres autour de ces questions, plateforme dont on va parler dans un instant. D'abord, effectivement, je voudrais qu'on parle avec vous, Jeanne, si vous le voulez bien, de ce nouveau programme dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, qui n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est comme si c'était déjà le cas. La ministre a évoqué notamment l'apprentissage de notions fondamentales comme le respect, le consentement, l'égalité filles-garçons aussi. Comment ces objectifs, justement, ils devraient être intégrés dans ce programme concrètement et quels sont les objectifs principaux de ce nouveau programme d'éducation à la vie affective et sexuelle? Alors, de ce qu'on sait aujourd'hui et du projet de programme qui avait été publié en mars 2024 et des annonces qui ont été faites récemment dans les médias par la ministre, a priori, des modifications vont être apportées au programme qui est déjà mis en place. Bien sûr, on l'attend aussi. Ça sera courant décembre, donc on n'a pas le contenu exact et la manière dont il va être concrètement mis en place dans les établissements scolaires. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça va vraiment aborder 3 champs principaux de connaissances, à la fois le champ biologique, le champ psycho-émotionnel et tout ce qui va être juridique et social. De ce que la ministre a dit dans ses diverses interventions dans les médias, c'est que vraiment ce travail a été le programme repose sur un travail scientifique et va être adapté à chaque âge, à chaque degré scolaire. Bien évidemment, on ne va pas parler de la même manière de ces sujets-là, ni aborder les mêmes questions à des enfants qui sont en maternelle, en primaire ou encore en secondaire. Et même en secondaire, l'apprentissage se fait vraiment de manière très graduelle. On parle effectivement aussi de 3 séances par an. Est-ce que ça suffirait pour couvrir des sujets aussi complexes que justement le consentement ou les violences sexuelles? Alors c'est vrai que le sujet est extrêmement vaste. Si on se penche sur le cas par exemple du secondaire, qui déjà depuis des années, c'est pas nouveau, les 3 séances par an devraient être données à ces élèves. Donc c'est 21 séances sur tout le secondaire. Or dans les faits, aujourd'hui, il n'y a que 2,7 séances qui sont données aux élèves du secondaire. Donc déjà, si le gouvernement peut s'assurer que ces 3 séances sont réellement faites dans le secondaire, je pense que ça sera une énorme avancée pour les élèves. Ce thème, il nécessite effectivement une grande sensibilité, une expertise aussi parfois. Quelles ressources ou formations sont prévues pour les accompagner? Est-ce que d'ailleurs, peut-être avec Intimed, vous allez y participer? Alors, effectivement, nous, Intimed, je pense qu'on y répond parfaitement. En fait, on a conçu la plateforme avec des experts de la santé mentale et physique. Donc, on a dans notre board des médecins généralistes, gynécologues, psychologues, également des avocats pour pouvoir parler de tout ce qui est vie sexuelle et puis les conséquences du harcèlement, du non-respect du consentement, etc. Et puis, cette ressource, elle a été conçue vraiment comme un accompagnement pour les enseignants et pour les élèves. Un enseignant, même si on lui donne des supports, n'est pas un expert. Il ne peut pas être à la fois enseignant de sa matière qu'il doit faire en cours et par ailleurs devenir gynécologue, psychologue, généraliste. Ça ne marche pas. Donc on doit pouvoir lui apporter les bons contenus, pouvoir les soutenir et puis aussi pouvoir avoir un transfert de responsabilité du discours. Là, en tout cas sur Intimed, c'est l'expert qui parle, c'est pas le professeur. Et donc c'est un vrai soutien aussi pour les professeurs en ce sens-là. L'éducation à la sexualité, elle est obligatoire, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans la loi de 2001, mais selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, moins de 15% justement des élèves bénéficient de ces 3 séances annuelles qui sont censées être prévues. Quels sont justement, selon vous, Jeanne, les obstacles principaux à cette application qui est vraisemblablement insuffisante? Aujourd'hui, en fait, on a une base de programmes, des thématiques qu'on doit aborder, mais qui ne sont pas développées. Donc, on n'a pas donné aux professeurs les ressources nécessaires pour savoir comment on va l'aborder, comment je dois parler aux élèves en fonction de leur âge, de leur maturité, etc. Ils n'ont pas des ressources qui sont développées justement pour se baser sur ça. En plus, il y a un manque de temps pour eux. On sait déjà qu'ils ont des plannings hyper chargés et il faut qu'en plus des matières plus traditionnelles qu'ils doivent traiter, ils doivent se pencher sur des sujets dont ils ne sont pas experts.
Donc, ils ne sont vraiment pas armés pour ça. Et puis, il y a une autre problématique, c'est que on va parler de sujets qui sont extrêmement intimes, c'est délicat de pouvoir en parler. Et souvent, parfois, ils ont peur aussi de faire face à la réaction des parents et d'heurter la sensibilité de certains en abordant certains sujets. Parce que ce n'est pas forcément toujours effectivement abordé non plus dans le contexte familial, raison pour laquelle l'école prend aussi sa part. Et c'est vrai qu'à la lumière des nombreuses affaires de violences sexuelles qui ont été médiatisées récemment, comme celle révélée bien sûr depuis le mouvement MeToo et plus récemment l'histoire bouleversante de Gisèle Pelicot, une éducation à la sexualité renforcée devrait être obligatoire, même essentielle, pour sensibiliser justement les jeunes, notamment sur ce sujet spécifique du consentement, du respect du consentement. Oui, c'est important déjà pour que les enfants puissent apprendre le bien vivre ensemble, le respect, le consentement, mais aussi les fixations de ses propres limites personnelles. Bien sûr, on doit apprendre le consentement, mais on doit aussi apprendre aux enfants à dire non et à se fixer ses propres limites. En fait, ça marche dans les deux sens. Et ça, c'est un réel apprentissage. On a besoin de donner aux enfants ces clés-là. Qui puissent se défendre, quelque Exactement. part. Ça, c'est important, effectivement. Et selon un sondage IFOP pour le planning familial qui date de 2022, près de 60% des enseignants se déclarent justement, et vous l'avez dit, insuffisamment formés sur les questions d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Si vous aviez demain, Jeanne, les clés de l'éducation nationale ou du ministère en charge justement de ces questions-là, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme outil, comme formation, comme plateforme peut-être? Alors vous allez me dire évidemment, il faudrait mettre Intimate dans toutes les écoles et je vous comprends, mais pour justement outiller efficacement les enseignants et les personnels, les responsables de l'éducation nationale. Alors effectivement, c'est avec Intimate on tente d'y répondre. C'est une ressource qui est assez complète parce qu'il y a à la fois l'aspect formation des enseignants avec toute une partie des cours qui sont beaucoup plus riches pour les enseignants, pour qu'ils puissent les préparer en amont, qui se basent sur des contenus qui ont été rédigés par les experts, qui ont été validés aussi par l'éducation nationale. On est accompagné par le réseau Canopé, on est la première ressource numérique sur ce sujet à être accrochée au gare. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir leur faciliter la vie pour aborder ces sujets-là. Et puis, d'autre part, c'est vraiment de pouvoir les soutenir en transférant en fait la responsabilité du discours vers des experts dont c'est le métier de parler de ces sujets en fonction de la thématique abordée. Et puis c'est vraiment un vrai enjeu de pouvoir parler de ces sujets-là à l'école. C'est pas juste l'enjeu de pouvoir parler des questions interpersonnelles, de sa relation au corps, du consentement, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Quand on voit les chiffres aujourd'hui qui sont affolants sur l'augmentation des IST, sur la baisse de l'utilisation des préservatifs, sur les chiffres de la pornographie, quand on sait que dès 12 ans, c'est plus la moitié des garçons qui se rendent sur un site pornographique et qui passent en moyenne 1 heure par mois. En fait, c'est vraiment un réel enjeu de parler de ces sujets-là à l'école et de pouvoir, dès le plus jeune âge, bien sûr avec un discours et un contenu qui est adapté à chacun, mais en tout cas pouvoir sensibiliser les jeunes et leur parler de toutes ces problématiques. Et justement, vous y prenez part à cette sensibilisation avec Intimate et puis avec d'autres sujets dont on va parler dans un instant. On continue justement à échanger sur le sujet. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil toujours de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Jeanne Séguéla-Boucher, la cofondatrice d'Intimed. Jeanne, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à une autre Jeanne qui a une chronique et toujours une idée derrière la tech. Jeanne, avec vous aujourd'hui, suite à sa réélection le 5 novembre, vous vous penchez justement dans cette chronique sur les innombrables, c'est vrai, représentations que font les artistes du futur président des États-Unis, Donald Trump, qu'ils en soient d'ailleurs admirateurs ou détracteurs. Et vous le faites en utilisant une approche sémiologique. Alors avant justement de commencer, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que fait justement le sémiologue? Alors le sémiologue, c'est très simple, c'est celui qui étudie les signes. Alors les signes, ça peut être des images, les signes, ça peut être des mots. Et tout ça a une influence dans notre vie sociale. Et si je m'en réfère à ce domaine, c'est que la figure de Donald Trump est en effet utilisée à la manière d'un signe par des artistes et des créateurs de contenu, comme ça n'a jamais été le cas dans une telle proportion pour les présidents avant lui. Que ce soit des mèmes innombrables, où on voit Donald Trump en Pepe the Frog, aux couvertures de journaux, en passant par Donald Duck Trump, la figure de Trump est un cas d'école pour s'interroger sur le régime de l'image et celui du signe. Et une des raisons de cette omniprésence et de ce destin de signe tient sans doute dans des caractéristiques visuelles récurrentes. Contrairement à nous, Philippines, Donald Trump ne change jamais de coupe de cheveux, ne change jamais de teinte de peau. Il est toujours vêtu d'un costume bleu marine avec une chemise blanche. Seules les cravates varient un petit peu du rouge au bleu. C'est justement cette stabilité répétitive, c'est là-dedans que chaque artiste, en fait, en changeant légèrement le contexte, il va de la création de minuscules différences compréhensibles immédiatement. Et ici, on est dans ce qu'on appelle l'interchangeabilité du signe en sémiologie. Alors, est-ce que ça vaut autant pour les images produites par ses opposants que par ses défenseurs détracteurs? Absolument. Dans les deux cas, Donald Trump, il ne vaut pas tant en tant qu'homme qu'en tant que symbole. Et une œuvre illustre cette idée signée par un ardent admirateur de Donald Trump, le peintre John McNaughton, qui a créé une œuvre qui s'appelle Crossing the Swamp, ce qui signifie traverser le marécage, qui joue cette œuvre de multiples signes. On y voit Donald Trump ici, devant le Congrès, dans une barque, avec ses alliés. On reconnaît Melania, on reconnaît Mike Pence ou d'autres. Et ça constitue un premier degré de compréhension, qui vient s'enrichir d'un second. Cette œuvre, en fait, elle se réfère à une œuvre précédente et historique du peintre Emmanuel Leutz, qui s'appelle Washington traversant le Delaware, daté de 1851, célébrissime de la culture américaine, et qui inscrit Trump dans une lignée historique. Et ce jeu de signification, il vient s'enrichir d'un troisième niveau de signification. En effet, l'expression traverser le marécage, crossing the swamp, fait écho à l'expression draining the swamp, drainer le marais, qu'a fréquemment utilisé Donald Trump pour décrire sa volonté de nettoyer la classe politique de Washington et de revenir à la culture de l'initiative individuelle qui est à la base de la culture américaine. Ça c'est sûr. Alors là, on est du côté effectivement de ses alliés. Qu'est-ce qui se passe du côté de ses opposants? Alors là où son héroïsme viril est magnifié dans l'œuvre de John McNaughton, il est raillé avec une violence souvent castratrice par ses opposantes féministes. Des représentations signées Ilma Gore, Sarah Levy, Barbara Kruger n'hésitent pas à utiliser un rose poupon ou des couleurs qui ont trait à l'intérieur du corps pour le représenter, tout en choisissant à chaque fois de le figurer. Avec cette expression bestiale, on voit revenir cette même bouche ouverte et grimaçante qui en appelle à la féminité. L'image d'Ilma Gore, celle qu'on voyait à gauche, eh bien, le représente carrément nu, et je vous épargne les détails, mais le portrait n'est pas flatteur. Cette œuvre a été interdite aux États-Unis et a valu à l'artiste de recevoir de nombreuses menaces de mort. En effet, il y a ici une confusion qui est en droite ligne avec la réelle politique, avec les scandales, avec la présence de Trump dans des programmes de la télé. Il y a une confusion entre vie intime et vie politique qui fait que ces œuvres peuvent être au cœur de véritables controverses qui valent donc des menaces de mort. Ce qui est sûr, c'est que ces images, tout en étant effectivement caricaturales, sont aussi réalistes, et c'est peut-être aussi ce qui dérange, le fait de brouiller les pistes, brouiller les signes. Absolument. Et Trump, il est aussi cela. Il est le signe d'une crise globale de l'image et de la vérité à l'ère numérique.
La réalité, elle se dissout sans cesse dans un flux de représentation contradictoire. Et une artiste, Alison Jackson, est célèbre pour son travail de faux documents liés à des personnalités politiques et publiques, parmi lesquelles Donald Trump. Elle a créé des fausses photos de Trump où il est vu au bras de membres du Ku Klux Klan ou ici en général d'armée. Je précise, ce sont des fausses photos, mais ce qui en complexifie la lecture, c'est ce grain de la photographie numérique, cette technicité des images qui a longtemps été synonyme de ce qui faisait la preuve de l'image. Preuve de l'image qui, malheureusement maintenant, est largement utilisée dans l'univers du complot, de la photo floue d'OVNI, on l'a toutes vue et tous vu, jusqu'à l'esthétique du found footage, donc qui est censé faire preuve. Eh bien, tout ça amène à une crise de l'image que un collectif d'artistes qui s'appelle U2P050 travaille, et je finirai avec ce collectif qui est actuellement exposé à la galerie, à une galerie à Paris qui s'appelle l'Avant-Galerie Vaucen. Eux ont créé un film intitulé You're Very Special, qui en fait retrace les épisodes de l'assaut du Capitole de 2021, exclusivement à partir d'images et de textes dits en voix off, générés par intelligence artificielle. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on n'est non pas dans l'archive, mais dans un docu-fiction fait à partir des échos numériques de cette journée historique, emmenée notamment par le groupe des QAnon. Et cela ne fait que trop questionner notre ère, qu'on appelle l'ère de la post-vérité, où les signes, en fait, jusque-là produits par des individus humains, sont désormais hybridés avec ceux de nos technologies. Et donc c'est tout le sujet de cette exposition qui est présente à l'Avant-Galerie Vaucen de ce collectif intitulé U2P050, qui est sur l'imaginaire du complot, de la théorie du complot. Elle est visible jusqu'au 7 décembre au 58 rue Chapon à Paris, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez. Merci. Voilà, plongez dans l'univers du complot. Exactement, et je crois qu'on va... En tout cas, moi je vais aller faire un tour. Merci beaucoup, ça m'a donné envie. Jeanne, les théories du complot, on va peut-être en parler 2 minutes aussi avec vous. Effectivement, Jeanne, c'est vrai que le sujet dont on a parlé en première partie d'émission sur ces cours d'éducation à la vie sexuelle, affective, notamment en Belgique, et vous étiez venu nous en parler, notamment la dernière fois que vous étiez venu la saison dernière, c'est un sujet qui fait débat au sein des familles, au sein de la classe politique, et qui notamment dans la sphère des réseaux sociaux, dans la sphère politique, publique aussi, régulièrement est la preuve de certaines controverses et de certaines fausses informations. Vous le constatez encore aujourd'hui? Oui, et c'est ce qu'on a pu lire il y a encore quelques jours dans les médias. En fait, il y a un détournement du projet de programme de cette éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle. Bien évidemment, il y a un vrai enjeu pour le gouvernement, c'est comment ils vont réussir à s'assurer que les 3 séances par an seront réellement données et comment ils vont s'assurer que le contenu soit adapté à chaque élève et ne soit pas détourné. Bien évidemment, c'est hyper important et c'est ce qu'on attend nous aussi de savoir comment la ministre a prévu de mettre ça en place. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le projet de programme a été conçu avec des professionnels de santé. L'idée n'est pas de proposer des contenus qui sont inadaptés, de choquer les plus jeunes. Au contraire, c'est de leur donner les clés de lecture pour les relations intrapersonnelles dès le plus jeune âge, leur apprendre le respect du consentement, leur apprendre la manière dont on peut dire non, et à différents niveaux et à différents âges sur différents sujets. Merci beaucoup. En tout cas, on va continuer à en parler ensemble dans un instant. On lance justement la deuxième partie du talk. On continue effectivement à en parler ensemble, toujours avec vous, Jeanne Séguéla-Boucher. Vous êtes, je rappelle, la cofondatrice d'Intimed. Alors, certains parents, c'est vrai, on parlait de l'influence avec Jeanne et avec vous il y a un instant, l'influence notamment des fausses informations, parfois par des courants conservatoires, des fausses informations diffusées en ligne aussi, qui s'opposent à cette éducation à l'école. Vous y avez sans doute déjà fait face, vous êtes au cœur justement de ce domaine et ce sujet, mais peut-être avez-vous des pistes pour justement instaurer un dialogue constructif avec eux au sein des familles, au sein des écoles aussi, et les intégrer quelque part à cette démarche, malgré tout ce qu'on peut lire parfois sur Internet et qui parfois aussi est faux vis-à-vis de cette éducation à la vie affective et sexuelle. Ouais, je pense que déjà en tant que parent, et moi-même en tant que parent, ce qui est important, c'est déjà de regarder quel est réellement le programme. Alors bien sûr, on n'a pas le programme définitif puisqu'il ne sera publié que courant décembre. En revanche, il y a déjà un projet qui est disponible depuis le mois de mars dernier. Je pense qu'en
tant que parents, c'est notre responsabilité aussi de regarder ce qu'il y a et ce qui est dit. Il me semble que c'est également un projet de la ministre que chaque élève puisse y avoir accès, et aussi les parents via EduScol pour justement savoir ce qui est dit à nos enfants, de quelle manière c'est dit, et puis éventuellement de pouvoir en faire le relais à la maison. De nombreux pédopsychiatres d'ailleurs, comme Marcel Ruffo, insistent sur l'importance d'introduire justement ces notions quelque part dès le plus jeune âge aussi, dès le primaire. Alors dans ce cadre, quelles approches pédagogiques aussi permettraient d'aborder ces thématiques qui sont effectivement pas toujours faciles à aborder dans le domaine familial ou scolaire, mais de manière adaptée, comme thématiques comme le respect du corps, par exemple, le consentement. Comment on parle en fait de sexualité, de corps aussi, d'intimité à des enfants? Alors, pour ma part, nous, on le traite à partir de la 6e, puisqu'on intervient vraiment que sur le secondaire, donc du collège et lycée. La manière dont nous, on a choisi de le traiter, il y a d'abord un traitement vidéo. Chaque vidéo est portée par un expert. Le contenu est vraiment adapté à chaque âge. Et comme je le soulignais tout à l'heure, on ne va pas parler de la même manière à un élève de 6e qui a 12 ans qu'à un élève de terminale qui en aura 17 ans. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas les mêmes questionnements, les mêmes problématiques. On a aussi sur notre ressource numérique pensé des cas pratiques, des quiz, etc. pour s'assurer que l'élève est bien compris et capable de se mettre dans la position voilà, je suis face à une personne, est-ce que je suis en train de respecter ce qu'il est en train de me dire ou pas, est-ce que voilà, d'apprendre à comprendre les clés de lecture des différentes réactions de personnes qu'on peut avoir en face de soi. Nous, on l'a traité de cette manière-là, en tout cas avec différents outils, différents exercices que peuvent s'approprier les élèves et aussi les enseignants. Et ça marche aujourd'hui? Les retours sont positifs? Vous voyez un changement? Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de classes qui utilisent la ressource. On a des retours qui sont extrêmement positifs et on est en train de le déployer ailleurs aussi. On a une demande qui est extrêmement forte sur le module du harcèlement, notamment. C'est un vrai sujet. J'ai une toute petite question. Est-ce que justement vous veillez à tout ce qui est, pour faire écho à ma chronique, tout ce qui est deepfake, tout ce qui est utilisation, enfin photomontage et qui peut être mis en ligne à partir d'enfants qui voilà, dont l'image est détournée? Alors on apprend justement, oui, il y a tout un sujet sur notamment le cyberharcèlement. Après, on n'a pas de module sur la lecture des médias. C'est encore un autre sujet. En revanche, on va parler de tout ce qui est utilisation numérique de notre propre image ou de l'image notre élève, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue légal, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir, avec la diffusion de photos d'un camarade, etc., par exemple. Ça, on n'en parle pas assez, effectivement. Et peut-être que les jeunes que vous rencontrez ne prennent pas forcément en considération ou ne se rendent pas compte aussi des risques associés. La mesure n'est pas prise. Et je pense que c'est important en fait pour un enfant quand on lui explique qu'il y a des conséquences à ses actions. C'est aussi une manière de prévenir les actes. En fait, toute action que l'on a des conséquences et c'est important de les connaître. J'ai une toute petite question aussi. Est-ce qu'il y a une formation à la pornographie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mises en garde, une sensibilisation quant à la pornographie, au site porno? Est-ce que vous leur dites c'est pas la réalité? Est-ce que vous les accompagnez parce qu'ils le font? Donc alors bien sûr, il y a la partie, ça c'est la psychologue qui en parle justement de cette utilisation-là. Après on le fait de manière séquencée en fonction du niveau scolaire. Comme je le disais, on peut pas parler de la même chose à des élèves de 6e qu'à des élèves de terminale, parce que même si à 12 ans, la moitié des garçons passent 1 heure par mois devant les films porno, il y en a quand même une partie qui ne le font pas et l'idée n'est pas non plus d'aller leur parler de pornographie s'ils n'y ont pas été confrontés. En revanche, c'est important de leur expliquer de leur expliquer la biologie, la réalité du corps humain et qu'ils ne se fassent pas leur propre idée en se disant ce que je vais voir dans un film pornographique
qui est la réalité. Les femmes, en fait, on s'en fiche de leur consentement. Voilà, l'utilisation du préservatif, c'est accessoire. On arrive aujourd'hui dans des établissements scolaires où quand on parle avec des jeunes filles, on nous a déjà dit moi je n'utilise pas de préservatif, c'est pas la peine, je prends la pilule. Enfin, il y a vraiment de vrais manques qui doivent être comblés sur les sujets d'éducation sexuelle. Et justement, vous comblez ces manques. On rappelle aussi que selon une étude de l'IFOP pour Open Maiden en 2023, 70% des adolescents français ont été exposés à des contenus pornographiques avant 15 ans. Bien sûr qu'il est là aussi le danger, et vous le rappelez quotidiennement avec Intimed. Merci infiniment en tout cas, Jeanne Séguéla-Bouchy, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis on suivra courant décembre donc l'annonce de ce programme et les contours peut-être un peu plus précis de la part de la ministre Anne Genetet. Merci beaucoup aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours et dès demain, dès 12h30 et toujours sur School TV, on se retrouve dans l'école du futur. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.